Oui, et puis les cardinaux en Afrique, on n'a pas trop de cardinaux. Au Congo-Brazza, il n'y a aucun cardinal. En Côte d'Ivoire, peut-être, il y a un. Au Cameroun, il y a aussi un. Donc, ils sont encore minoritaires. Parce que, comme vous avez su le dire, c'est une église qui est importée. Donc, eux, ils ont beaucoup verrouillé l'église. Regardez même les États-Unis. C'est pour la première fois qu'on trouve un pape américain. Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de la radio Bakambi. Merci de nous rejoindre, d'écouter nos émissions, de nous suivre partout où vous vous trouvez dans le monde. En tout cas de rester fidèle à cette radio qui essaye de coller au plus près de l'actualité pour que vous puissiez vous la comprendre au travers des analyses qui sont faites en studio, mais surtout vous-même de faire vos analyses et de pouvoir voir si nous sommes assez près de ce que vous pensez pour mieux comprendre le monde tel que nous le voyons et tel que vous aussi vous le voyez. Vous serez ce soir en compagnie des deux dames qui, elles, sont capables de se dédoubler et de faire un nombre plus élevé, qui est 4, d'après Mme Opou. Et puis, vous aurez les 3 hommes présents, représentés par M. Sosten Mambialat, M. Miambalat. Bonsoir. Bonsoir, M. Kayus Ebelebe. Bonsoir à mes co-débattrices et co-débatteurs. Bonsoir également aux auditrices et auditeurs de la radio Bakambi. Bienvenue à cette émission. Merci. Merci beaucoup. Et puis vous aurez à vos côtés M. Gaïno. M. Gaïno, bonsoir. Bonsoir M. Bélébé, bonsoir les co-débattrices, bonsoir les 2G, en dehors de moi-même, bonsoir les auditeurs et bienvenue sur la radio Bakambi. Je rappelle que les G, c'est parce que vous avez M. Gabriel, vous avez vous-même, Grégoire, et puis le troisième, c'est Guy Sosten. C'est ce qui fait que vous soyez 3G. D'accord, merci beaucoup. On espère que la 4G va arriver très 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 vite et que ce sera une femme qui vous rejoindra. Alors, à vos côtés, nous aurons aussi Monsieur Gabriel Dion, le troisième ou la troisième personne qui compose votre groupe G. Monsieur Dion, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kayus Ebelebe, notre chef d'orchestre. Bonsoir, mes très chers co-débatteurs et co-débattrices et surtout la destination. Bonsoir à nos auditeurs et nos auditrices qui nous suivent sur la grande et historique Radio Bakambi, qui est la seule et l'unique radio de la diaspora qui développe un concept nouveau, qui est celui des débats contradictoires. Car c'est de la contradiction que jaillit la lumière. Merci. Merci beaucoup. Comme vous dites, c'est non seulement de la contradiction, mais aussi de la différence qui se fait sur le plateau, avec tout le panel que vous représentez, chacun avec, comme on dit, les Anglais disent, avec un background différent, professionnel et politique. C'est ce qui fait la diversité des débats. Je vous remercie. Nous avons aussi à votre côté 2 dames qui, comme je le disais, sont capables de vous noyauter parce qu'elles sont très actives. Et quand elles parlent, elles portent leur voix plus haut que les vôtres. Et vous aurez à votre côté Madame Miaka Sabine. Madame Miaka, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kayus. Bon, oui, bonsoir à tous les co-débatteurs, aux 3G, comme la reine le dit. Bonsoir à la reine, l'unique, et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Bakambi. Bienvenue en notre compagnie. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que cette émission est enregistrée, est faite aujourd'hui 9 mai 2025. Nous parlerons du 8 mai, mais nous parlerons aussi du 9 mai, parce que ce sont 2 dates historiques qui sont marquées. Pour clôturer, nous aurons la 5e personne, qui est Madame Opou, l'unique, comme je disais, cette dame qui a réussi l'exploit aller travailler à la fois en France et au Congo, et de travailler au niveau de l'État. Donc elle comprend assez bien comment fonctionnent les structures étatiques, et elle a écrit un livre pour expliquer ce que c'est que la politique, un peu comme on dit, au Congo. Madame Opou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Kayus, merci pour tout le temps que tu prends pour qu'on puisse être là. Merci, bonsoir les 3G, bonsoir Sabine, ma petite sœur, ma jumelle. On est là en espérant vraiment apporter quelque chose à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, ma foi, c'était un grand plaisir d'être ensemble. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons commencer l'actualité avec vous, Madame Opou.
vous qui êtes la dernière dans l'ordre, mais dont vous serez la première pour qu'on puisse commenter l'actualité. Vous savez, moi, j'ai vu quelque chose qui, je ne sais pas si tout le monde l'a compris. Le pape François est parti. Il a été remplacé par le pape Léon. Je pense Léon XIV, c'est ce que je crois comprendre. Vous savez que pour qu'on sache si ils ont réussi dans le conclave à s'entendre, s'ils n'ont pas réussi à s'entendre, il y a la fumée blanche, puis il y a la fumée noire. Fumée noire, ça veut toujours dire que c'est sombre, c'est pas bon. Fumée blanche, ça veut dire que c'est bon. Pour ne pas faire de polémique, il y a un nouveau pape. Est-ce que pour vous, je vais être très, très concret, c'est du gagnant, ou est-ce que pour les Africains, le pape ne restera que toujours d'une certaine couleur? Madame Opou. J'écoute, j'ai compris la question. Donc, on ne se pose pas, vous savez, nous les Africains, on ne se pose pas cette question. J'espère vraiment que dans ce milieu, il n'y a pas ce genre de réflexion et qu'on élit un pape par rapport à ses compétences. Si aussi dans ce milieu où l'on dit qu'il y a des croyants, il y a des personnes qui respectent le Tout-Puissant et qui respectent les principes, si dans ce milieu, il y a des petites choses qui se passent dans la cité, comme le racisme et autres, alors, ma foi, on ne fera plus confiance en rien du tout. Pour nous, les Africains, il y a eu un pape point à la ligne. Si demain, c'est un Africain qui est là, pourquoi pas? La seule chose qu'on demande, c'est que dans ce milieu, qu'ils apportent tout ce que la population attend, c'est-à-dire la paix dans le monde. Et pour qu'il y ait la paix dans le monde, il faut que dans ce milieu, il y ait aussi la paix. Voilà un peu ce que je peux dire. Le pape est mort, vive le pape, et la vie continue. Merci beaucoup. M. Sostène Miambalad, vive le pape, vive, comment dire, les catholiques, parce qu'on a l'impression que beaucoup de gens confondent quand on dit pape. Beaucoup disent c'est le chef des chrétiens, mais les protestants que je suis ne sont pas des chrétiens ordinaires, c'est pas des catholiques. Dans les catholiques, il n'y a pas que des chrétiens. Est-ce que le pape, qui dirige, dit-on, près de 1,4 milliard personnes, 400 millions, dirige une congrégation? Mais on a la Chine qui est beaucoup plus nombreuse, on a l'Inde où il y a la population est plus élevée. Est-ce que pour vous, le pape doit toujours représenter une certaine catégorie d'êtres humains sur la Terre, c'est-à-dire qu'on ne va pas être hypocrite, c'est toujours l'Occident qui est représenté et les autres pays, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, il n'y a pas, le pape ne peut pas venir de là. Je suis polémiqueur, je reconnais. C'est bien balade. Mais bon, mais ça c'est la pensée humaine. Le pape est avant tout le chef de l'Église catholique. Et vous avez su le dire, il y en a 1,4 milliard d'âmes sur terre qui sont des catholiques, disons, pratiquants. Il y a aussi des non-pratiquants, mais qui se disent catholiques. Et l'Afrique est l'avenir de l'Église catholique, notamment le Congo-Kinshasa, qui est l'un des pays les plus peuplés de l'Église catholique. En tout cas, surtout en Afrique. Il y a la RDC, le Brésil, donc les pays africains sont bien ancrés dans le catholicisme. Bon, maintenant, à un moment, c'est des humains aussi, c'est pas Dieu. Donc, dans l'Église catholique, il y a aussi des velléités du racisme. Mais avant, c'était l'Église romaine, c'est plus les Italiens qui accédaient à ce poste-là. Quand vous voyez historiquement, sur les 267 papes, la majorité était de Rome. Mais au fur et à mesure, avec l'évolution du monde, il y a d'autres continents. On a vu, il y avait un Argentin, là c'est maintenant pour la première fois un Américain. Donc le tour des Africains peut-être viendra. Même après nous, ça viendra. L'Église est en train de s'ouvrir. Pour reprendre un peu ce que la reine Opou a dit, c'est plus la paix qu'on prône. Puisque le pape, le nouveau pape, comme on l'appelle, Léon XIV, suit un peu les traces de François, celui qui est son prédécesseur. C'est plus la paix, arrêter les guerres. C'est ça aussi les fondements de l'Église, les fondamentaux de l'Église. C'est l'amour. Donc, tant qu'il prêche l'amour, c'est bien, mais il y aura toujours des brebis galeuses, comme dans l'Église. Il a été élu au bout de 4 tours. Donc, les gens trouvent même qu'il a été vite choisi, ce pape-là. La fumée blanche est vite à Paris. On croyait que ça devrait être aujourd'hui, mais ça arrivait hier. Donc, c'est une bonne chose.
L'Africain viendra, le tour de l'Afrique arrivera. Il y a peut-être parfois besoin d'expliquer aux gens, Mme Yaka, d'expliquer aux gens pourquoi on pense qu'une certaine couleur de peau représenterait plus le symbole de Dieu qu'une autre. C'est de la polémique, c'est vrai, mais les questions sont posées, tout le monde s'interroge, mais il y a un pape et les catholiques tous s'inclinent et applaudissent. On va dire, vive le pape. Madame Yaka, votre micro. Merci beaucoup. Merci. Oui, bon, je vais aller un peu dans le même dans la même vision que mes collègues là, mais parce que une élection de pape, c'est d'abord avant tout une histoire de spiritualité, une histoire chrétienne. Pour revenir à ce que la reine a dit, je pense que aujourd'hui l'Afrique n'est pas assez ambitieuse pour penser à ce stade-là, pour être à ce stade à ce niveau d'ambition en voulant se mettre, voilà, en voulant avoir un pape qui est de couleur africaine. Mais j'ai envie de dire que l'élection du pape, c'est l'élection, elle dépasse même l'élection présidentielle. C'est des élections, quelque part, il y a un peu de politique là-dedans. Parce que chaque pays doit soutenir celui qui doit se mettre en avant. Est-ce que l'Afrique a assez les moyens pour parler? Est-ce que l'Afrique a assez les moyens de soutenir quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit élu pape? Parce que c'est des milliards qui se jouent là, c'est des millions. On ne décide pas comme ça, là, le nom de quelqu'un comme ça. Le pays le soutient, il y a des lobbies qui le soutiennent. C'est pas aussi simple. Mais voilà, donc je ne pense pas que l'Afrique soit assez forte, soit bien positionnée financièrement, en tout cas sur le plan international pour pouvoir porter haut un pape noir. Ceci dit, il faut aussi expliquer aux gens dans quelles conditions, sur quels critères on élit un pape. Pourquoi celui qui a la foi, il doit avoir la couleur, en tout cas une autre couleur que la couleur noire. Il ne doit pas avoir de couleur noire. Ils ont fabriqué Jésus, quand on parle de Jésus, il est blanc. Aujourd'hui, tous les papes, ils sont blancs de peau. Mais un jour, il faudra bien qu'on nous explique comment ça se fait que tout ce qui est pur, c'est toujours la couleur blanche. Pourquoi c'est que ça? Et nous, on prie. Pourtant, l'Église, en tout cas, la foi chrétienne est très bien représentée au niveau de l'Afrique, beaucoup plus d'ailleurs au niveau de l'Afrique qu'à leur niveau ici. Mais bon, il faudra expliquer aux gens. Moi, j'ai besoin aussi qu'on m'explique. Moi, je fais partie de ceux qui aimeraient qu'on l'explique. Pourquoi est-ce que Jésus, il est blanc, d'accord? Les papes, voilà. Pourquoi est-ce que c'est la même chose? Pourquoi est-ce qu'on est toujours mis à l'écart, en retrait, aux oubliettes? Et voilà. Bonne question. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, c'est une très bonne question. On va poser la question à M. Gaïno en tant que politologue. Quand vous analysez, c'est pas de la polémique politicienne, mais c'est de la polémique parce que les gens s'interrogent. La foi est aussi fait partie de ce que les gens appellent la réflexion, un repli sur soi ou une ouverture vers le monde pour comprendre un peu ce que c'est que la spiritualité avec le questionnement. C'est peut-être d'avoir de la philosophie, je sais pas trop. Mais est-ce qu'on peut, comme ça, parce qu'on est africain, ne pas se poser les questions et se dire pourquoi il n'y a jamais eu de pape asiatique, il n'y a jamais eu de pape noir, il n'y a jamais eu de pape d'Amérique latine? Pourquoi tous ces pays dits sous-développés ou en développement, ils n'ont pas de pape, ils ne peuvent pas avoir de pape? M. Gaïno? Une très bonne question, mais vous savez, c'est un peu polémique pour moi cette question-là. Jésus était déjà blanc, donc on a d'abord besoin de blanc, et ensuite... Il y en a qui disent qu'il n'y a aucune preuve, d'autres disent oui, mais rien ne prouve. Bon, oui, il était blanc. Enfin, du coup, le pape est blanc. Blanc, né de la Vierge Marie blanche. Donc, vous voyez que... Ce gars-là a été coupé. Il va revenir dans moins de minutes. Oui, il va revenir. Alors, sinon, M. Ndian, vous pouvez répondre à la question parce que M. Gaïno est coupé. M. Ndian, est-ce que pour vous, c'est de la polémique pour polémique? Ou c'est aussi un questionnement qui mérite, avec vive le pape, mais quand même. C'est un questionnement qui mérite d'être posé. C'est un questionnement qui mérite d'être analysé. Je pense que de mémoire d'homme comme ça, sur les 266, 267, comme l'a dit Sostène tout à l'heure, de papes, effectivement, on peut compter au bout des doigts des papes noirs. Sinon, il n'y a jamais eu. Madame Sabine l'a dit tout à l'heure, il faut savoir que l'enjeu d'une élection papale est planétaire. On peut l'assimiler, on peut le comparer à une élection présidentielle. Sinon, c'est planétaire.
Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut savoir que le Vatican est un État dans un État. C'est un État. Ils ont une fiscalité, ils ont des impôts, ils ont des prélèvements d'impôts. Tous les pays du monde entier où se trouve l'Église catholique versent auprès du Vatican des impôts, payent des impôts. Ça, et ça pèse lourd. Effectivement, ils ont un budget. C'est un État, ils ont un budget. Donc, on ne peut pas choisir, on ne peut pas élire n'importe quel pape. Parce que cela peut avoir un impact politique, un impact économique, un impact financier sur la trésorerie, sur les recettes du Vatican en tant qu'État. Maintenant, il faut se poser aussi d'autres questions, M. Caius. Est-ce qu'il y a eu des candidatures des évêques, non, des cardinaux, c'est ça, hein, des cardinaux noirs? Oui, on a parlé du cardinal noir de Marseille. Oui, on a parlé du cardinal noir de la RDC, mais est-ce qu'ils étaient candidats? Voilà toute la question. Ils n'étaient pas, à mon humble avis, ils n'étaient pas candidats parce qu'ils savaient que financièrement parlant, ils ne pèsent pas lourd. Tant bien même que démographiquement parlant, la République démocratique du Congo, à côté du Brésil, c'est les deux pays vraiment qui pèsent vraiment sur le plan du nombre de chrétiens catholiques dans le monde. Mais est-ce qu'ils ont posé leur candidature? Et même s'ils avaient posé leur candidature, je ne pense pas qu'ils auraient gagné. Parce que l'enjeu est planétaire. On ne peut pas se permettre d'élire un pape noir. Maintenant, pour terminer, vous avez tous les aspects subjectifs qui sont là. Est-ce qu'on peut porter un jugement de valeur lorsque tu appartiens à une autre religion, une autre religion, une autre église, comme moi? Est-ce que je peux me permettre, est-ce que c'est normal que je porte un jugement de valeur à une autre église, à un autre pape d'une confession qui est différente de la mienne? Moi, personnellement, le pape qui vient de mourir, qu'on a remplacé là, je les mets sur un seul plan. C'est sur le plan de sa proximité vis-à-vis du peuple, le plan de la paix et le plan de la recherche de la cohésion et du mixage de toutes les religions du monde. D'accord, je peux dire que entre la religion musulmane et la religion catholique. Mais là où je l'ai pas trop apprécié, c'est lorsqu'il a accepté que l'Église catholique puisse célébrer des mariages homosexuels, homme-homme, des mariages homosexuels, femme-femme, des lesbiennes. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Or, lui, celui-là, qui vient d'être élu hier là, apparemment, sur le chapitre de la paix, il va sur la même longueur d'onde que le prédécesseur, mais il suit également les pas que son prédécesseur. Donc, par rapport à ça, moi, je ne peux pas être d'accord avec lui, parce que je me dis que les êtres humains peuvent avoir leur point de vue de l'homosexualité et consort, c'est privé. Mais qu'une église, une religion puisse ordonner, puisse célébrer des mariages anti-nature, des mariages qui sont défendus par la Bible, contre nature, moi je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est là que je termine. À votre point de vue. Maintenant, ce que vous dites, que c'est un débat qui s'ouvre aussi pour tout le monde, hein, c'est que le pape représente un ensemble de gens, et comme vous le dites, cette religion a fini par adopter les cultures de plusieurs pays, donc ils se sont accommodés. Monsieur Gaïno, vous avez été interrompu. Monsieur Gaïno a été interrompu. Madame Oupou. Ah, si monsieur Gaïno est là, il peut prendre la parole. Merci. Je prendrai après lui. D'accord. Monsieur Gaïno, vous pouvez continuer parce que vous avez été interrompu. La polémique et puis en même temps l'analyse que vous faisiez. La polémique, oui, j'aime bien la polémique parce que si j'ai dit que, bon, Jésus était blanc, c'est pour dire que l'Église est d'abord née en Occident. Et donc, depuis lors, les papes, ceux qui dirigent cette Église, ont toujours été des blancs. Bon, maintenant, en dehors de ça, je ne crois pas qu'il s'agit là du tribalisme, du racisme, pardon, j'allais dire. Mais je crois que c'est aussi une habitude que les gens avaient déjà de voir les papes blancs, et avec le monde qui se modernise, avec le changement des idées, la manière de voir les choses, je pense que dans 20 ans, 30 ans, peut-être qu'on aura un pape noir. Mais c'est pas seulement à cause de la pauvreté des Noirs, non, je ne crois pas, parce qu'il y avait, je crois, un Béninois ou plus, ce plus-là, ou un Nigérian, quelqu'un comme ça qui était présumé être, qui pouvait être élu. Mais ça viendra, vous voyez. Il est vrai que les religions africaines, quand on prend un grand pays comme le Congo démocratique, vous avez énormément de chrétiens là-bas,
Vous voyez, il y a quand même aussi pas mal une représentation catholique dans ces pays-là, mais il faut patienter, ça viendra, c'est tout. Il n'y a pas à avoir ni le racisme, ni quoi que ce soit. Hein. C'est des choses qui vont dans la norme, je veux dire. D'accord. Ce que vous dites en fait, c'est que les gens ne sont pas prêts d'accepter des gens d'autres couleurs. C'est ce que vous dites en fait, en gros. C'est pas le moment. Non, c'est pas. Oui, ça prend du temps, vous voyez. Donc les catholiques ne sont pas prêts. Pourtant, les catholiques sont dans la foi, aimez-vous les uns les autres, soyez frères égaux, tout le monde. Hein, c'est des théories. C'est des théories, M. Caïs, je vais vous dire pendant, par exemple, l'esclavage. Vous savez qui a ordonné l'esclavage? C'est bien le pape, non? De l'époque. Donc, vous voyez que ça, c'est dans la théorie. Vous avez vu vous-même qu'en Afrique du Sud, les Noirs ne pouvaient pas aller prier là où il y avait des Blancs. Donc, la théorie de aimez-vous les uns les autres, c'est une théorie qui est bidon, que personne n'applique. Parce que lorsqu'on discrimine les gens par la couleur, il n'y a plus l'amour. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour de choisir qui est de ma couleur, qui est de ma race, qui est de ceci, de cela. C'est Dieu qui a créé tout cet univers-là. Dans ce cas-là, si nous disons aimons-nous les uns les autres, on devrait s'aimer en dépit de la couleur de peau, en dépit de tout ce que nous disons. Par contre, ce qu'on constate, c'est que vous avez connu vous-même le combat de Desmond Tutu. Vous avez connu pas mal le combat des Noirs pour être acceptés, même dans les églises, même dans les bus. Mais ce sont des chrétiens. Vous savez à quel moment on a commencé à voir les prêtres noirs? Il n'y a pas trop, il n'y a pas un siècle. Hein. Vous voyez? Donc, il faut dire que c'est des choses que nous importons de l'Europe. Et comme nous les importons, c'est eux-mêmes qui imposent. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On a Madame Epou. Madame Miaka qui va intervenir. Madame Epou, d'abord. Madame Miaka, après. Oui. Madame, laissez-la poser la question, sinon elle va oublier la question. Madame Epou veut commencer, donc allez-y. D'accord, monsieur Gaïno. Allez-y, Madame Miaka. Madame Epou, vous permettez? Oui, pas de problème. Oui. Monsieur Gaïno, oui. Déjà dans ce que vous avez développé, je vois une certaine complaisance par rapport à la question qu'on a posée, qui peut donner une notion de racisme. Vous me dites, non, la religion est née en Occident chez les Blancs, et donc ils sont habitués à voir un pape blanc et que ça va arriver. En même temps, j'ai envie de vous dire que une élection papale, c'est encore au-delà même d'une élection présidentielle. Ce qui se joue en dessous, l'Afrique est très loin de posséder ça ou d'y arriver. Il se joue de l'argent, il se joue des vrais carnets d'adresses, il se joue de la puissance. Et d'un autre côté aussi, l'Afrique est représentée, les chrétiens catholiques sont massivement représentés en Afrique. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à voir des blancs à la tête, on se dit, ça va arriver. Non, c'est pas question de ça va arriver. On n'a pas à être complaisant avec cette situation. On doit dire les choses telles qu'elles sont. Il y a du racisme. Ça va être difficile que le pape, qui est la personnalité, la plus haute personnalité de la Terre, soit représenté par un noir. Ça va être difficile pour des gens. Ça va être difficile pour la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous vivons. C'est ce que je voulais dire. Mais les gens vivent de l'espoir. Hein? Les gens vivent de l'espoir. Excusez-moi, Madame Miaka, vous avez tout à fait raison, mais il faut dire que dans l'Église catholique, il y a aussi beaucoup d'obédience. Par exemple, le nouveau pape, il est Augustin. Le pape passé était d'une autre. Donc, ces influences-là concourent à l'élection du pape. Il y a plusieurs, même les prêtres là, il y a des obédiences. C'est pas les mêmes. Ils sont tous dans l'Église catholique. Non plus, si on peut dire ça courant, il y a plusieurs courants. Donc, trop d'enjeux. Oui, et puis les cardinaux en Afrique, on n'a pas trop de cardinaux. Au Congo-Brazza, il n'y a aucun cardinal. En Côte d'Ivoire, peut-être il y a un. Au Cameroun, il y a aussi un. Donc, ils sont encore minoritaires. Parce que, comme vous avez su le dire, c'est une église qui est importée. Donc, eux, ils ont beaucoup verrouillé l'église. Regardez même les États-Unis. C'est pour la première fois qu'on trouve un pape américain. L'église romaine a été plus dominée par l'Italie. Il y a eu beaucoup... Par l'Occident, il faut le dire.
Non, l'Italie. Il y a Les eu Européens, beaucoup plus que les Européens, les Italiens. Non, beaucoup plus des Italiens en tant qu'Italiens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Des Italiens. Même les Français ont du mal. Donc, c'était la chasse gardée des Italiens. Mais c'est maintenant qu'on a eu un Argentin, pour la première fois, pourtant il est blanc, et un Américain, c'est pour la première fois aussi. Depuis, il y en a eu déjà 267 papes, 266, le 67e américain. Et puis, sur les 133 électeurs, il y a eu combien d'Africains papes là-bas? Et notre candidat, c'était Ambongo. Ambongo et puis un Guinéen là. Mais Ambongo a été retenu, mais il n'avait pas trop de chance. Donc, vous voulez dire qu'il faudrait attendre plusieurs siècles pour voir un Africain devenir pape? Peut-être pas. Les choses vont changer, les esprits vont changer. Mais est-ce que c'est le nombre, monsieur, excusez-moi, monsieur Mbadat, est-ce que c'est le nombre de ceux qui votent, parce qu'ils sont plus majoritairement occidentaux, que ça influe, ou est-ce que c'est l'amour du prochain qui ferait que ça aurait dû être tournant et que chaque, on va dire, chaque sous-race devrait apparaître? Parce que là, on parle plus de politique, on parle plus de politique que d'amour du prochain. Mais l'amour du prochain aussi est relatif, parce que, vous voyez, c'est le pape actuel qui prépare les prochains papes, parce qu'il les nomme à des postes clés. Si le pape François n'avait pas nommé le pape Léon XIV à son poste de conseiller, c'est lui qui l'a rehaussé, qu'il soit à la lumière. Donc il ne pouvait pas aussi prétendre être pape. C'est en fonction de celui qui est là, c'est lui qui démocratise, c'est lui qui met les conseillers, qui nomme les ministres, puis c'est aussi un État. Donc quelque part, il y a de la politique. Il est président d'un État, il est aussi président de la spiritualité catholique. À ce titre, il choisit avec qui il va travailler. Moi, j'aimerais compléter. Attendez, excusez-moi, mais on va écouter Madame Opou. Madame Opou, on n'a pas entendu, elle a laissé passer M. Gaïno, M. Mimbat a pris, et Sabine. Madame Opou, quand on écoute ce qu'ils disent tous, quand on écoute là ce qui se passe, ce que j'entends, c'est que donc en fait, malgré la soutane, on a encore affaire à des hommes. Il n'y a pas de femmes, hein, on a bien compris. Il n'y a pas de possession d'autres continents. Et malgré la soutane, ce sont des politiciens, des vrais politiciens. Je voulais dire ceci. Nous faisons le jeu de ces gens-là, des Occidentaux. Je prends juste un exemple. Quand on élisait Obama, avant, quand Obama s'était présenté, on a eu une conférence à la mairie du 7e, là où j'étais adjointe au maire, et il y a une personne il y avait un représentant des États-Unis. Et il y a une dame dans la salle qui pose la question. Oui, mais bon, aux États-Unis, avec le racisme qu'il y a, est-ce que les Américains sont prêts à avoir un noir à la tête de leur État? Le représentant des États-Unis a répondu ceci. Il leur a dit, Madame, ça c'est vous qui le pensez ici. Chez nous, aux États-Unis, il n'y a pas question de race. Celui qui se présente, c'est celui-là que le peuple élit. Point à la ligne. Nous sommes dans un milieu chrétien. Et dans ce milieu, il y a des manières de faire les choses. Nous devons dire ceci. Noir, jaune, blanc, vert, peu importe, sera pape un jour. Il faut que ça se fasse. Parce que si ça ne se fait pas, alors, je pense que ceux qui sont là sont très intelligents. Les Noirs qui sont là, qui sont allés dans cette religion, qu'ils nous ont amenés, devant un jour se dire, bon, mais finalement c'est votre religion, et nous, voilà, on va aller faire autre chose. Ah, les Anglais ont créé la religion anglicane comme ça. Les Anglais ont créé l'anglicane. C'est dans l'intérêt, en tout cas, c'est dans l'intérêt des catholiques qu'il n'y ait pas, qu'ils ne nous présentent pas ce visage. On a parlé des moyens. Non, ça c'est des faux débats. Quels moyens? Tous les présidents africains vont déverser des milliards là-bas. Il y avait une jeune sœur africaine qui nous a dit, oh là là, un jour le président Mobutu est arrivé, il nous a fait un chèque, et ce sont les Africains qui remplissent là-bas. Qu'est-ce qu'on va nous parler d'argent? Non. Pour moi, en tout cas, moi j'étais chrétien quand j'étais encore très jeune parce que j'étais à l'école catholique. Je suis une Kwembalienne, mais quelque part, on a
les croyances se ressemblent, quand on respecte les autres et quand on a l'amour pour les autres. On suit ça de près, et même pour nous qui suivons de l'extérieur, nous ne pourrons donner de la force à cette, on va dire quoi, ce milieu, que s'ils nous démontrent réellement qu'ils peuvent mettre la théorie et la pratique ensemble. Sinon, alors ils nous trompent. S'ils nous trompent, on n'a pas besoin d'avoir les noirs là-dedans. Voilà. Merci. Monsieur Ndion, vous vouliez parler? Oui, justement, je voulais dire qu'en fait, c'est M. Gaïno qui l'a dit tantôt. Hein. Est-ce que l'Église catholique est une Église qui peut accepter librement les Noirs? Est-ce que c'est pas une Église... Comme dirigeant, vous voulez dire, hein, pas comme dirigeant, parce que les Noirs sont représentés. Comme dirigeant, pas comme adepte. Comme dirigeant, justement. D'accord. Mais est-ce que c'est notre religion? Regardez, tous les continents du monde entier ont leur religion, sauf le continent africain. Tu viens en Europe, tu te verras la religion chrétienne. Tu vas aux États-Unis, chrétienne, les orthodoxes. Tu trouveras les protestants. Tu viens en Angleterre, tu trouves l'église anglicane. Bon, donc, mais si tu viens en Afrique, chez nous, il n'y a aucune religion. Toutes les religions sont importées. Une mosaïque. Les protestants existent, les protestants sont en Afrique, les orthodoxes sont en Afrique, les musulmans sont en Afrique, les hindous sont en Afrique, toutes les religions importées sont en Afrique. Mais nous, on n'a pas d'identité culturelle, on n'a pas d'identité divine, on n'a pas été créé par le bon Dieu. Ce qui me permet de dire ceci à M. Gaïno qui disait tantôt que c'est normal, Jésus-Christ est blanc. Non, M. Gaïno, je me permets de te corriger là-dessus. L'histoire religieuse est une tromperie, est une escroquerie intellectuelle. Je me permets de vous dire que faut savoir que depuis Adam et Ève, les êtres humains étaient noirs jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, que vous voyez là, le Fils de Dieu, donc Dieu, était noir. Il n'était pas blanc. Par contre, les Blancs ont occidentalisé la Bible, ont blanchisé tous les personnages de la Bible. Aujourd'hui, si tu cherches la photo de Jésus-Christ, tu verras un blanc, avec de longs cheveux, tout, alors que si vous lisez, je demande à nos auditeurs, à nos auditrices, de lire la Bible. Si vous voyez dans Daniel, je termine par là. Attendez d'abord, je termine, tu vas contester, il n'y a pas de souci. Quelle est la forme de Dieu? Quelle est la couleur de Dieu? Dieu est esprit, l'homme est terre. Mais dans son esprit, il a une forme, même s'il est esprit, l'homme. Même si les anges sont des esprits, ils ont des formes, ils ont une coloration. Et quelle est cette coloration? La coloration, elle est noire. On la trouve où? Tu dis ça où, monsieur Dion? Tu trouves ça où? Eh bien, dans la Bible. Dans la Bible, dans Daniel, chapitre 7, verset 9. Dans Daniel, chapitre 10, verset 6. Je termine, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Et dans Apocalypse, chapitre 4, verset 2 à 3, qui révèle, tous ces chapitres révèlent que l'aspect de Dieu est l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Or, la pierre de jaspe et de sardoine est de couleur marron. Regardez les 4 races du monde, vous trouverez que la race noire est beaucoup plus proche de la couleur marron. Et que ces membres, on dit que les membres de Dieu, Dieu a une forme. Et donc, les membres de Dieu, la forme de Dieu est semblable à du bronze embrasé. Or, le bronze embrasé est de couleur noire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, l'homme, Dieu ayant cette couleur que je vais te démontrer dans la Bible, donc les premiers êtres humains, Adam et Ève, étaient des noirs. Par conséquent, la religion catholique n'est pas la nôtre. La religion catholique n'est pas la nôtre. Ayons notre Dieu à nous. Bon, les Africains, les Noirs, n'en prêtons pas. Nous sommes le seul... Monsieur Niamala, vous avez laissé quand même votre rôle. Monsieur Dieu, s'il vous plaît, 2 minutes, vous êtes à 4, 5 pratiquement. Je termine par là. Je termine par là en disant que les enjeux de l'élection d'un pape sont planétaires et hautement politiques et financiers. Et donc, on peut se permettre de lire... Culturel aussi. Culturel. Une minute, je termine. Allez-y. Monsieur Gabriel vous a dit des choses intéressantes, malheureusement, vers la fin. À mon avis, ça c'est mon avis personnel, j'ai pris ça un peu comme ça parce que tu as donné enfin, ceux qui ont écrit ça, les articles de la Bible de quoi là, pour moi, ça, ce sont des gens qui ont écrit. Mais par contre, ce que tu as dit, vraiment que j'apprécie, c'est que tu as bien dit qu'au niveau de l'Afrique,
C'est le seul continent où nous n'avons pas une religion commune. Nous avions nos croyances. Et aujourd'hui, cette défaillance a fait que nous acceptons tout ce que l'Occident nous amène. Comme des idiots. Voilà. Et ça, c'est bien dit. Bravo. Mais par contre, quand on voit un peu ce qui se passe ailleurs, il faut savoir que les gens ont toujours l'instinct de protection de ce qui leur appartient. Nous, voilà. Donc, c'est leur religion, ils la protègent. Parce que tout à l'heure, tu as dénoncé, tu as dit quelque chose de très intéressant. Monsieur Gagnon, vous avez dit 1 minute, vous êtes à plus d'1 minute. Mais c'est tellement intéressant ce qu'on dit. Oui, mais on est d'accord, mais nous avons toute une émission à faire, rappelez-vous. Bon, mais quand on m'interrompt, quand je prolonge. Bon, voilà. Donc, moi, au moins, là aussi, M. Gabriel a touché quelque chose. C'est qu'il a dit comment voulez-vous que la religion puisse accepter, par exemple, l'homosexualité, je ne sais pas quoi, alors que depuis l'être inférieur jusqu'à l'être supérieur, il y a toujours eu un sexe mâle, un sexe féminin. C'est donc la création. Et pourquoi? Deuxième question qu'on peut se poser. Pourquoi, dans la Bible, il est bien écrit, aimez-vous les uns les autres. Mais pourquoi ce sont les mêmes qui font la différence? Vous savez, Bush jure sur la Bible. Mais même pas 3 mois, il va envoyer les bombes pour aller tuer les gens en Irak. Vous voyez déjà qu'il y a un mensonge qui est permanent. Et nous devons faire attention à ce mensonge-là. La religion, comme disait l'autre... Conclusion, M. Gagnon, s'il vous plaît. Voilà, je conclue par là et je chute, comme dit mon petit frère Gabriel, je chute par là en disant que la religion est l'opium du peuple. Il faut réfléchir avant d'aller mettre son pied là-haut. C'est pour ça qu'on vous apporte comment vous appelez ça? Les associations, les francs-maçonneries, les machins, tout ça là. Vous vous engluez là-dedans. Mais quand on va vous parler de Kouimbalo, on va vous parler de vaudou, vous allez dire non, ça n'existe pas. D'accord, c'est votre conclusion, M. Gagnon, c'est votre conclusion. On va prendre l'autre sujet qui est celui de Faure Eyadema, qui s'est fait élire, réélire. En tout cas, Eyadema, il est allé très fort. Il a changé la constitution. Il a adopté son modèle à lui, qui n'existe que pour l'instant dans son pays à lui. C'est fort, hein, comme on dit. Et Faure Eyadema ne blague pas. Il a tout simplement... Ça n'existe qu'au Togo. Oui, bien sûr, ça existe qu'au Togo, ce qu'il a fait. Au Togo, M. Eyadema ne devait plus se représenter. Il était arrivé à la fin de toutes les modifications possibles et impensables de la Constitution. Il a réussi un coup de maître, non, un coup de patron, comme on dit, à faire de sorte que désormais, le pouvoir a été transféré à un nouveau, comment dire ça, à une nouvelle personne, en tout cas une nouvelle fonction, qui est le président du Conseil des ministres. Et le président du Conseil des ministres a les pleins pouvoirs de gérer l'État togolais. Donc, il a transféré ça. Et c'est encore lui qui devient président du Conseil des ministres. Et, cerise sous le gâteau, il ne se fait pas élire par le peuple, mais il se fait élire par les députés de l'Assemblée. Et tenez-vous bien, les députés de l'Assemblée, 113, 108 sont de son parti. Le reste, il a quand même réussi à donner ça à l'opposition et il a été élu à 100%. Mais il a quand même été gentil. Il a gardé la fonction de président en la dépouillant de tout pouvoir possible. C'est une fonction désormais honorifique. Il a nommé quelqu'un qui lui aussi a été élu à 100%. Je vous pose une question sincèrement. Je ne sais pas si on peut parler de Faure Eyadema ou parler des présidents africains. L'Afrique a un incroyable talent quand on est politicien. Monsieur Ndian, vous qui êtes politicien, l'Afrique a un incroyable talent. Vous êtes très intéressant, M. Caius Ebelebe. Très intéressant. C'est une question vraiment, comment on dit ça en philosophie, là, gnoséologique. C'est-à-dire dont l'objet de la connaissance est relativement... Effectivement, les Africains sont très, très, très pertinents dans leurs analyses et surtout, trouver des solutions à des questions insolubles, à des questions difficiles. Bon, il y a deux parties dans cette histoire. Il existe en droit constitutionnel 2 types de suffrage. Il y a le suffrage universel direct, c'est le peuple qui va élire son candidat. Voilà. Et il y a le suffrage universel indirect, c'est les 2 chambres parlementaires, notamment la chambre haute et la chambre basse, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, la deuxième partie de sa technique qui fait que le président, maintenant, à partir de dorénavant, ne peut se faire élire que par la chambre parlementaire, c'est pas nouveau. Le président du Conseil des ministres, attention, c'est le président du Conseil des ministres. Le président de la République se fait élire par décret.
Ce n'est plus le peuple qui l'élu. Le président du Conseil des ministres est élu par les députés. Wow. C'est le président du Conseil qui va élire le président. C'est aussi les députés qui vont choisir. C'est aussi les députés qui vont choisir le président d'honneur. Non, attends, vas-y doucement. Je dis, qui va élire le président de la République? C'est le président du Conseil. Non, ce sont les députés aussi qui choisissent autour. Les deux chambres. Oui. C'est les deux chambres. Oui. Bon, là, c'est pas nouveau. Sous le soleil, c'est pas nouveau. Sous le soleil, ça existe. En France, avant le 4 octobre 1958, où le général Charles de Gaulle a introduit... Je veux dire, ça a existé. Je dis pas que ça a existé. Ça a existé. Oui. Ça a existé, vous avez dit. Mais nous, on aimerait bien que comparaison n'est pas raison. Est-ce qu'on peut dire qu'en Afrique, ça n'existe pas? On a l'élection du président de la République n'existe pas au suffrage. Ça n'existe pas. Oui. L'élection du président de la République au suffrage universel indirect, ça n'existe pas. Direct, ça existe. Maintenant, là où il est ingénieux, effectivement, bon, il dépouille le président de la République de toute sa puissance, tous ses attributs. Il est donc le président du Conseil qui devient balèze, qui devient puissant, hyper puissant même. C'est là toute son ingéniosité, quoi. Voilà, donc il est ingénieux. Oui, mais vous savez qu'il y a un bruit qui dit que il aurait été quelque part dans un coin d'un village qui est devenu moderne au Congo, qu'on ne citera pas. C'est là-bas qu'il a été inspiré aussi. Bon, là, M. Cayus, comme d'habitude, vous êtes dans la spéculation. Je vous comprends. Vous êtes dans la spéculation. On n'a pas désigné quelque chose ou quelqu'un. L'Afrique a 54 pays. Et M. Eyadema a visité beaucoup de pays. Alors pourquoi vous ciblez un seul? Moi, j'en sais rien. Mais vous êtes dans la spéculation. Je vous comprends. Monsieur Dion. Oui, Madame Sabine. Oui, Cayus n'a pas confirmé. Il dit, il aurait entendu, enfin, il paraît que. Il n'a pas confirmé, donc pas d'attaque à notre présentateur. Notre animateur, pas d'attaque, s'il vous plaît. Madame Sabine, je me permets de vous dire que ça fait 5 ans que nous animons cette émission et je commence un tout petit peu à cerner le personnage de notre chef d'orchestre, M. Cayus Bénédicte. Donc, Gabriel, des intentions que je n'ai pas. Ne me trompe pas. La seule personne qui peut me contredire ici, c'est le grand Gaïno. M. Gaïno était là. Madame Opou et M. Sosten et Madame Miala. Voilà. Miaka, que je connais aussi depuis plus de 3 ans aussi quand même. Hein. Même ça, c'est pas encore vu. Je ne me trompe pas, M. Cayus est dans la spéculation. Arrêtez ce débat-là. D'accord, Madame Miaka, comme vous avez pris la parole, je vous pose la question. L'Afrique a un gros talent. On a des talents. On a des présidents talentueux. Quand je prends M. Ombalo, il dit, ma femme m'a dit d'arrêter. Faut pas continuer. Il dit, je vous jure, j'arrête. Et puis il revient, il dit, non, ce truc-là, je lâche pas. Vous avez Ouattara, il vient, il dit, à 83 ans, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour être président? Il continue. Vous avez le Cameroun, où le président de l'Assemblée, du Sénat, ils sont, je sais pas combien, ils ont tous dépassé les 90 ans. Et ils continuent à dire, le peuple nous vote. Madame Meka, je sais pas comment on peut parler. Il y a un talent en Afrique. C'est incroyable. Ils sont ingénieux. Oui. Alors, pardon. Oui. Oui. Je voudrais dire à Cayus que l'Afrique a vraiment le meilleur talent. Vous savez vous-même que lorsque on a envie de perdurer au pouvoir, on va ailleurs, on va voir les gens là-bas qui vont vous concocter tout ce que vous voulez, constitution, machin. Et on arrive tout ça, on dit, bon, donc c'est en ma faveur, je le fais voter. Ce qui est arrivé à Idriss, qui avait dénoncé comme quoi la constitution de son pays, et en même temps, ça voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il a subi ce qu'il a subi. Mais je pense que nous, Africains, on devrait tirer des leçons. On est devenus tous des adultes. On a eu nos indépendances qui se sont, pratiquement depuis les années 60, beaucoup de pays africains. Ce n'est pas les indépendances, M. Gaïno. Mais non, mais je fais une liaison, monsieur. Nous avons libéré. Moi, j'appelle ça. On a essayé de nous donner une forme de liberté. Bon, peu importe, ça, c'est un autre débat. Bon, je veux dire, on a eu l'indépendance, même théorique ou pas, c'est l'indépendance, mais c'est à toi de confirmer ce qui est théorique. Et nous n'avons jamais pu consolider nos pouvoirs, notre façon de penser. On dépend toujours des autres.
Et là, tout à l'heure, on a parlé du pape, on peut parler sur nos présidents, on peut parler du tout. Donc, ce qui se passe au Togo, quand on voit le fils de Yadema, qui vient franchement nous pondre un truc à dormir debout. Non, c'est choquant. Il faut que l'Afrique se réveille. Mais il est applaudi, il est félicité dans les chancelleries européennes. Ça vous choque pas, M. Gaïno? Demain matin, Macron va envoyer son ambassadeur le féliciter. L'Allemagne va le féliciter. Ils vont le recevoir en tant que président du Conseil, M. Gaïno. Ces pays-là aussi ont une part de responsabilité. Arrêtons l'hypocrisie, M. Gaïno. Non, c'est nous qui leur donnons cette responsabilité-là, M. Kaïs. Parce que aujourd'hui, regarde ce qui se passe au Mali. Bon, vous savez, je vais vous dire une chose. M. Gaïno, je vous rappelle que vous avez dit 1 minute parce que c'était Mme Niaka qui avait la parole. Ok, bon, donnez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. Quand on a tué Kadhafi, on n'a pas vu un président africain lever son petit doigt, soit pour condamner, soit pour applaudir. Ils sont tous tués. Quand on tue un leader africain, tous les présidents se taisent. Pourquoi? Bah, ils ont peur, ils ont les suivants, ils ont peur. Bon, M. Gaïno, moi j'ai envie de vous répondre que c'est justement de ça que M. Kaïs y parlait. C'est la pseudo-indépendance qu'on a en réalité, on est encore enchaîné, on n'a pas d'indépendance. On n'est pas vraiment indépendant. Mais ça, on le sait, Sabine. On le sait. Mais l'indépendance, ça répond en partie le mutisme de nos dirigeants quand, en cas de problème, en cas voilà. Quand il faut défendre une cause qui relève des missions des dirigeants africains, et on constate qu'ils font les morts, ils sont complètement muets, ils sont absents complètement des médias internationaux et tout. C'est ça. Ils savent très bien qu'ils ont les mains liées et qu'ils sont pas capables eux-mêmes de penser par eux et de dire des choses qu'ils pensent sans que le maître ne valide. Voilà. Oui, mais c'est ça. Mais Madame Samy, pardon. Monsieur Gaïno, je sais que vous avez... Non, Monsieur Gaïno, je sais que vous avez mangé le coq bateke, mais si vous pouviez laisser les autres utiliser leurs 2 minutes... Non, ça va aller. La question, mais vous nous avez permis. Elle va répondre en 2 secondes. Quand on a tué Idriss Déby, oui. Il y a eu combien de présidents africains sont allés à son enterrement? Combien de présidents européens sont allés à l'enterrement? Vous allez voir ça, c'est clair. C'est ça. Même Kadhafi, combien qui a ne serait-ce que condamné l'acte, voilà. Ne serait-ce que les conditions, la manière, combien personne n'a parlé. C'est comme s'il n'a pas existé dans la vie de ces gens. Ce sont des enfants qui nous dirigent. En tout cas, moi, pour finir, j'ai envie de dire, M. Kaïs, devant l'ingéniosité des dirigeants africains à trouver de nouveaux stratagèmes pour rester et conserver le pouvoir, vraiment, je leur dis chapeau. Il y a des choses qu'on pouvait voir arriver, mais comme c'est le président celui du Togo ou du Bénin, non, le Togo. Voilà. Comme le plan que le président togolais vient de mettre en place, on n'aurait même pas, personne n'aurait l'idée d'y penser. Parce que c'est pas quelque chose qui est déjà arrivé, c'est pas quelque chose qui avait de notre génération à nous, qui a déjà été utilisé. Voilà. Donc, vraiment, ça a été l'ingéniosité dans le mal. Vraiment, je reste bouillé, je sais pas quoi dire. Mais je leur dis chapeau quand même, bravo. Très fort. Monsieur Yambalet, mais on dit fort, il est très fort. Hein. Il est très fort. Et vous avez vu quand il est assis sur sa chaise, c'est avec sérénité, conviction. Il est vraiment heureux d'être président. Il travaille pour son pays. Il mérite. C'est le peuple qui veut qu'il soit président du Conseil des ministres et que la fonction présidentielle n'existe pas. Vous savez que quelque chose d'extraordinaire, c'est que la fonction du président du Conseil est une fonction où on est élu de manière continue, permanente, chaque 6 ans. C'est illimité dans le temps. C'est bien malade. La politique africaine, congolaise, togolaise, peu importe de quel pays vous êtes, est-ce qu'elle vous plaît? Parce que c'est un jeu, comme dit Mme Opou, qui est extraordinaire. Ou alors, les talents se mettent tellement en musique que peut-être que vous aussi, vous avez un talent qui est caché. Peut-être qu'un jour, quand vous serez président, vous nous mettrez en musique un autre de vos talents. Mon cher Kaïs Belebe, je suis vraiment triste. Parce que la politique doit être au service du peuple. Mais l'entourloupe de Yadema n'est pas au service du peuple.
puisque le peuple a été dépouillé de ses droits les plus élémentaires, d'élire, de choisir. C'est un suffrage indirect. Et même le président n'est pas élu par le peuple. Le peuple est contenu au sein du rôle d'élire les députés. La seule élection que le peuple togolais devrait participer, c'est élire les députés. Mais les autres, c'est entre eux, ils font les jeux de passe-passe. Pour revenir à ça, même si j'ai perdu un peu le fil des idées, c'est lamentable le comportement de nos chefs d'État. Ils ont les comportements de gourous, de sorciers, des gens qui ne peuvent rien apporter. Surtout ceux qui collaborent avec nos vieux qui sont nés avant les indépendances, qui ont le comportement vraiment grégaire. Comment quelqu'un peut modifier la Constitution de cette manière? Un président potiche qui n'a aucun rôle, et lui-même, il s'arroge tous les pouvoirs. Et il est élu au suffrage indirect. Donc, au Togo, il n'y a que les députés qui vont se présenter auprès des populations. Et même là, ils seront nommés. Même s'ils partent auprès des populations, c'est un semblant de démocratie. Donc, au Togo, même les prémices de la démocratie n'existent plus. Donc, le Togo, c'est un royaume, un empire. Donc, c'est comme au Congo, puisque le président congolais est le parrain de... Ah bon? Là, tu vois quelqu'un là. Là, tu es dans la spéculation, là. Non, mais c'est le parrain. Ça, c'est vérifié. Le président Ngasimbe Yadema a laissé son fils auprès de son ami. Les deux, c'est des généraux. Ngasimbe est un général, donc c'est ça, ce n'est que logique. Hein. Ils sont tous des militaires. Bon, mais le Congo ne peut pas commander. Le Congo n'a pas de président. Monsieur Cayus. Alors, je dirais en un mot, c'est vrai, nous sommes tous sur la même longueur d'onde, que c'est extrêmement ingénieux de la part des Africains, des présidents africains, particulièrement du président togolais, d'avoir conçu cette méthode-là. Mais une autre méthode aussi presque similaire a été retrouvée en Europe aussi. Hein. Nous avons vu les Européens, ils sont partisans de la démocratie, ils sont partisans de l'alternance avec la limitation des mandats. Quand tu fais 2 mandats, tu peux le faire en troisième tout et tout. Mais on a vu ce que Poutine a fait avec Medvedev. Hein. Voilà, il a fait ces 2 mandats. Ils s'entendent entre copains, ils font du copinage là. Ils disent, bon, toi, cette fois-ci, c'est toi qui seras candidat à l'élection présidentielle. Mais attention, tu fais qu'un seul mandat. Dès que tu passes, tu me nommes Premier ministre. Et un mandat après, et moi je reviens encore, et ainsi de suite. Ça, c'est pas aussi de la... Voilà. Mais c'est aussi ingénieux. Il faut jouer la carte de la démocratie, il faut jouer la carte de l'alternance. On va faire ça comme ça. Monsieur Gabriel, Monsieur Gabriel, entre celui qui triche bêtement et celui qui triche intelligemment, celui qui triche intelligemment est plus malin que celui qui triche bêtement. Et selon toi, c'est qui? Poutine a triché intelligemment parce qu'il a respecté. Non, il a respecté les règles. Tu venais de dire. Non, je ne le trouve pas ingénieux. Non, il est ingénieux. Non, pardon. Je peux évoluer. Il n'y a pas du génie. Il n'y a pas du génie dans s'il te plaît. Ça doit être positif. Et il y a des matchs dans le machiavélisme. Ça, c'est du machiavélisme. Il n'y a pas du génie. S'il te plaît, je veux te dire ceci. Poutine a respecté les règles de l'alternance, comme aujourd'hui, Obama peut encore se représenter aux États-Unis. Nous avons vu Trump qui s'est représenté. Il a été élu. Vous voyez, c'est à peu près la même méthode. Trump était parti, il a été battu. L'autre qui est venu, Joe Biden, il a fait son mandat. Voilà. C'est pas deux situations comparables. Monsieur Gaïno, c'est pas deux situations comparables. Joe Biden est notre parti politique. Deux situations semblables. Donald Trump est notre parti politique. Pardon. Je peux dire quelque chose. Il n'y a pas, tu me diras pas Trump est plus. Oui, monsieur Gaïno, une minute pour qu'on puisse conclure. Poutine et son premier ministre étaient le même parti. Maintenant, c'est vous qui parle, moi je ne parle pas. Avec Poutine a usé de la Constitution, mais il y a des mains à changer la Constitution. Il a récupéré changé.
Voilà. Mais les deux ont utilisé la Constitution pour rester au pouvoir et revenir. Ça reste la même chose. Madame... Mais attends, M. Caïs, s'il vous plaît. M. Caïs, s'il vous plaît. Oui, M. Gaïno, je suis sûr que vous êtes très en forme, M. Gaïno. Mais pour une fois, je suis en forme. Allez-y, mais le temps est très important pour nous pour qu'on passe aux autres sujets. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je soutiens l'idée de Sosen. Sosen dit, M. Poutine il a obéi aux règles. Il est parti, il est revenu. Mais l'autre n'a pas obéi. Il a modifié la Constitution qui fait acte de loi. Il a modifié. Il n'est plus président. Mais bien sûr. Il n'est plus président de la République. Si on parle comme vous, c'est ce qu'il a fait. Président du Conseil. Il a utilisé la Constitution comme vous voulez qu'on l'utilise. Il a utilisé la Constitution, il est parti. Il n'est plus président de la République. Il est maintenant président du Conseil. Il a modifié la Constitution à sa manière. Il n'a pas modifié la Constitution. D'accord, on va écouter Mme Opou pour conclure. S'il vous plaît, on n'a pas écouté Mme Opou. Mme Opou. Merci. Oui, en fait, oui, j'ai écouté les autres, mais ma foi, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je pense que Faure n'est pas intelligent. Il se croit intelligent, mais il n'est pas. S'il était intelligent, il allait faire comme Bokassa. Il allait se faire tout simplement empereur. À vie. Personne n'allait le bousculer. De toutes les façons, les constitutions sont européennes. C'est la même chose. Voilà, les constitutions, on leur a donné. Depuis son père, ils ont toujours manipulé la constitution. De toute façon, c'est toujours un bras de fer. Hein? Ce petit jeu politique-là, c'est toujours des bras de fer. Donc, continuer à tripatouiller la constitution, il était fatigué. Il a dit, mais de toutes les façons, il n'y a personne qui fait le poids. Mais, à sa place, je me serais fait empereur une seule fois. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas seulement en Afrique que ça se passe. Regardez, on peut parler de Trump. Hein? Quand il a perdu, il a fait quoi? Il est allé occuper le Capitole. Hein? Alors, nous, on n'a pas encore le Capitole, ça viendra. Nous aussi, on va occuper le Capitole. Vous comparez pour donner raison. Macron père, il ne veut pas la cohabitation. Madame Opou, vous comparez pour donner raison. Vous comparez pour donner raison. Oui, je crois que la politique actuellement n'a plus de logique. Il faut qu'on passe. Lui, il est en première, 5e République. Non, il faut qu'on passe 5e, 6e. Il faut qu'on aille au 10e République. Qu'il n'aura pas de constitution. Comme ça, celui qui arrive fait ce qu'il veut. Je crois que c'est la pagaille ordonnée. C'est une pagaille qui ne dit pas son nom. Si on continue comme ça, on va vraiment à l'hécatombe en Afrique. Pas seulement en Afrique, dans le monde. Dans le monde, regarde ce qui se passe. Dans le monde. Quand nous regardons la guerre en Ukraine, hein? Pourquoi la guerre ne s'arrête pas? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que la guerre s'arrête, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin des minerais, les vies ne valent plus rien. On est dans une société où même la vie n'est plus rien. Ils sont en train de boycotter aussi. Hein? Mais c'est ça, quand c'est l'Africain, moi je ne soutiens pas fort, mais je dis seulement à M. Faure, comme son nom l'indique, il n'est pas fort. Il est faible. S'il était fort, comme nous autres, il se serait fait seulement empereur. Point à la ligne. Merci. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. On va passer en remerciant pour ce sujet qui est très important, qui était l'actualité, qui nous a permis de pouvoir analyser à la fois ce qui se passe quand un pape est élu et quand il est élu, mais il est élu aussi, hein, de la même manière que Faure et Yadema. Il est élu par un groupe de gens qu'on ne connaît pas. Ce sont des évêques ou des cardinaux. C'est eux qui décident. C'est pas le peuple, c'est pas les catholiques, hein, qui élisent le pape. Ce sont les représentants des catholiques qui se retrouvent à huis clos, à Rome. Et là, ils choisissent. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a en tout cas un de leurs qui est sorti, qui a dit qu'il ne pouvait plus continuer parce que c'était une guerre de tranchées. C'était honteux à voir. Il a quitté la salle, hein. Il est parti. Et donc, fumée blanche pour dire que c'est un blanc qui est élu, comme fumée noire pour dire qu'il n'y aura pas de noir. Ou alors tout simplement, on n'a pas encore décidé. C'est un débat qui est ouvert. En tout cas, nous allons regarder. On n'est pas catholique, mais tout ça n'est pas catholique du tout, vraiment. C'est vrai. À très bientôt. On vous remercie pour vos débats et pour vos analyses.